Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau stream. Un stream sur le temps de midi, je sais que c'est sans doute une heure un peu inhabituelle. Salut Victou, bonjour tout le monde, j'espère que tout se passe bien, je ne sais pas si vous passez à table ou pas. Euh, c'est un nouveau stream, on va parler, bonjour Lozaran, on va parler innovation média, on va parler journalisme, on va parler design aussi avec Maxime Loisel qui nous rejoint depuis Paris. Bonjour Maxime. Bonjour. On est avec toi pour une petite heure ici, sur ton temps de midi à toi aussi. Déjà, merci de nous consacrer ce temps-là. Cette rencontre qui se fait dans le cadre, entre autres, des mastercamps que j'organise pour les étudiants en journalisme de l'IEX avec lesquels je travaille déjà depuis une bonne semaine et demie là, pour la 10e année consécutive et où on continue à expérimenter, à explorer toute une série de nouvelle façon de pouvoir raconter des histoires. Et moi, la veille de Maxime, je la suis depuis un bon bout de temps. Il faut dire que tu es prolixe, notamment sur Twitter. Tu as une newsletter aussi, on va pouvoir en reparler parce que tu as, un parcours qui est déjà vachement intéressant. Tu es passé par des gros médias, genre Le Figaro. Et là, tu travailles pour une boîte qui s'appelle DataGIF, je sais jamais comment il faut dire DataGIF, ouais. DataGIF, voilà, dont on aura l'occasion de parler. C'est aussi l'occasion de pouvoir partager des bons liens, des trucs qui t'ont tapé dans l'œil, des bonnes pratiques, toute une série de choses auxquelles, en 2021, il faut faire non seulement attention, mais aussi garder en tête par rapport à l'audience, aux usages, etc., etc. Donc voilà, on va parler de tout ça. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. La première étant, on mange quand, évidemment. Juste avant, ou juste après, ou pendant, c'est c'est comme tu veux, Max. Mais voilà, n'hésitez pas dans le chat à voilà, poser vos questions. Peut-être deux, trois mots, Maxime, d'abord sur qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu bosses dans une agence alors que tu es passé par un média avant. Est-ce que tu es journaliste ou pas? Enfin voilà, plein de questions. N'hésite pas. Ouais. Déjà, merci pour l'invitation et bonjour à tous. Merci de prendre un peu de temps, en effet, sur votre pause de midi. Donc, du coup, moi, j'ai sélectionné déjà pas mal de petits liens à vous montrer. Vous allez voir, c'est ça va partir un peu dans tous les sens, mais l'idée, c'est aussi de vous montrer des trucs qui peuvent vous inspirer dans votre travail et pour les années à venir. Donc à la fois des exemples plutôt de formats éditoriaux, mais aussi des exemples de modèles économiques intéressants. En tout cas, voilà, j'ai sélectionné quelques liens qui me paraissent Toi, intéressants d'évoquer pour avec revenir vous, un petit et peu je vais me présenter à vous. sur ton parcours, ouais, parce Ouais. que c'est vrai Et qu'on ouais, avant de on commencer, se je vais me connaît bien, présenter. mais peut-être que les gens ne te connaissent pas. Ouais, ouais, ouais. Donc moi, actuellement, je travaille chez DataGIF, qui est donc une agence qui se présente comme une agence de stratégie et design d'information. Donc en gros, pour résumer, on travaille avec des médias, mais pas que. On travaille aussi avec des entreprises, des institutions pour créer. Alors à la fois, ça peut être des sites web, ça peut être des applis, ça peut être créer du contenu, donc ça peut être des vidéos, des motion design, c'est très très varié. Mais le point commun, c'est qu'en général, on travaille avec de la matière première qui est très éditoriale, ou en tout cas des projets où il y a une grosse masse d'informations, ou voilà, une dimension d'information. C'est un peu ça le point commun entre tous nos projets. Et donc moi, donc chez DataGIF, je suis chef de projet et Mhm. c'est une mission assez polyvalente puisque j'interviens à la fois sur la partie conception UX, à la fois sur la partie stratégie, conseil en stratégie éditoriale, conseil en format éditoriaux, positionnement global, parfois même ça va jusqu'au modèle économique. Donc on essaye d'avoir une vision un peu transverse et donc ce qui nous permet de conseiller nos clients, médias ou pas médias, dans des projets voilà, de refonte, de création de nouveaux produits, création de contenu, voilà, c'est assez varié. Et auparavant, j'étais donc product owner chez Le Figaro. Mhm. Donc product owner, en effet, c'est pas ça fait partie des métiers un peu émergents
dans le secteur, mais techniquement, je ne suis pas journaliste. En tout cas, j'ai jamais exercé la profession de journaliste. Et donc, product owner concrètement au Figaro, ça veut dire que on travaille plutôt sur la stratégie numérique et plutôt sur la partie euh, design et technique, on va dire. Donc, comment est-ce qu'on entretient, comment est-ce qu'on maintient, comment on développe un site ou une application d'information, parce que ça nécessite évidemment des gens derrière. Il n'y a pas que des journalistes, sinon ça ne tournerait pas. Donc, voilà, c'est plutôt réfléchir à euh, tout l'environnement dans lequel on va lire du journalisme en ligne. Donc voilà, et Mhm. moi j'avais en charge la partie application mobile du Figaro plus précisément. D'accord. Voilà. C'est intéressant parce que tu dis s'il y avait que des journalistes, ça tournerait pas. Et c'est vrai. C'est toute la capacité justement à réussir à traduire une intention journalistique avec des valeurs, avec une série d'ingrédients qui sont fondamentaux dans le journalisme, mais il faut en les transposer, faut que ça soit, faut que ça tienne dans un objet entre notamment nos devices et nos portables, mais pas que. Euh, Ça veut dire qu'il faut être capable de parler la même langue, toi, que les journalistes, et les journalistes que toi. C'est un langage qui n'est pas forcément commun, ou en tout cas qu'on n'apprend pas forcément à l'école ou d'une manière générale. C'est pas des métiers qui ont l'habitude de se parler. Oui. Et après, c'est pas forcément nouveau parce que c'est vrai qu'à Mm. l'époque du print, il fallait aussi des gens qui soient plus dans la technique et dans le workflow de production du journal papier qui était un objet physique, donc c'était presque encore plus compliqué. Aujourd'hui, on a quand même largement simplifié. Enfin, on a des outils, des plateformes qui simplifient quand même la publication. Mais mine de rien, en effet, il y a des métiers différents et un enjeu de plus en plus prégnant, c'est en effet de faire dialoguer ces différents métiers qui, en effet, historiquement, ont peut-être eu du mal à se parler, en tout cas au début, mais c'est un peu normal quand on y pense parce que voilà, les journalistes voilà, étaient sans doute habitués à ne pas trop se préoccuper de ces questions-là. Et Internet et le numérique en général bousculent un peu la forme, les formats, la façon dont on diffuse l'information en ligne, la façon dont on est en relation avec les lecteurs, etc. Donc ça pose tout un tas de nouvelles questions. Et on se rend bien compte que c'est vrai que on a tout intérêt à faire dialoguer ces différents métiers et ça peut pas marcher si vraiment chacun est dans sa bulle et ne se préoccupe pas de comment ça marche en fait. Ce Mhm. qui ne veut pas dire que les journalistes doivent forcément en faire leur métier, hein, mais en tout cas, il y a clairement une question de compétences et de mixité des compétences qui se posent. Bon, après, c'est plutôt un sujet pour les managers et pour les directions médias, mais c'est un vrai sujet, ouais. Ouais. Et c'est vrai, comme tu le dis, ça a tendance aujourd'hui à rentrer progressivement dans les rédactions. Il y a de plus en plus de journalistes qui s'intéressent au côté marketing éditorial, parce qu'il faut bien appeler un chat. Hein. Les entreprises de presse doivent gagner de l'argent pour pouvoir ne fût-ce que payer les journalistes qui travaillent. Et en même temps, comme tu dis, il ne faut pas forcément que tous les journalistes s'y intéressent de la même manière, ou en tout cas avec le même appétit, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, il faut être capable de se parler. On va faire un petit tour un petit tour dans le chat. Est-ce que la vidéo sera en replay? Oui, Emmanuel, pour tes étudiants en Sciences Po Rennes, la vidéo sera en replay à la fois ici sur Twitch, ou ça dépend, vous êtes dans l'Open Newsroom, ainsi que sur YouTube, bien sûr. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs dans le chat si vous avez des liens vers des articles, vers je sais pas, vers des formats particuliers qui vous ont intéressé, où vous dites tiens, là j'ai été épaté, il y a eu un effet un peu waouh dans la consommation que vous avez d'informations, s'il y a des applications en particulier que vous trouvez intéressantes, avec des nouvelles, tu l'as dit tantôt, l'expérience utilisateur, c'est quand même un des trucs vachement important aujourd'hui. Plus ça paraît simple d'utilisation, plus c'est compliqué derrière pour construire la machine qui va avec et pour ramener cette expérience devant les yeux des gens, bah, c'est au pixel près. Il y a d'ailleurs pas mal de choses qui ont été écrites là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à nous faire remonter des liens, des infos, des trucs ou des questions évidemment que vous souhaiteriez poser
à Maxime. Tu as préparé deux, trois choses à pouvoir nous montrer, parce que c'est vrai que le design, c'est un truc qui peut paraître un peu abstrait, alors qu'en fait, c'est très très concret le design. Il y a des processus à suivre, il y a toute une série de choses à avoir en tête. C'est une maturation. C'est pas l'image d'Épinal du designer en tongs avec les cheveux longs et un pétard. Alors je dis pas que ça n'existe plus, Oui, mais bah, c'est une image d'Épinal. C'est pas la réalité au quotidien. ouais, bah, on a coutume de dire que le design, c'est pas de l'art en fait. C'est pas juste le résultat final. C'est pas juste faire joli. Mhm. En effet, comme tu dis, c'est un processus. En tout cas, quand c'est bien fait, et on essaye de bien le faire, c'est un processus, c'est une réflexion. Quand on a les moyens, c'est même aussi vraiment tout un processus de recherche utilisateur pour vraiment se mettre un peu dans la peau de qui est-ce qui va utiliser ce format, ce projet, ce produit. Et Ouais. il faut vraiment se poser un certain nombre de questions pour que ça fonctionne et que ça atteigne ses objectifs à la fin, parce que en général, il y a un objectif derrière. Donc, voilà, il y a tout un processus à respecter. Mais bon, là, il y Ouais. aurait beaucoup de choses à dire. D'où l'importance de se fixer des objectifs aussi. Parce que c'est une des choses, notamment quand on discute avec Gaël Hurliman, qui autant a vraiment participé à toute la refonte du temps à l'époque, c'était de se dire, il y a des articles qui ont des vocations différentes. Il y a des contenus Oui, qui ont des vocations différentes au sein même d'un cycle de production. Tous les articles n'ont pas la même vocation ni informationnelle, ni en termes de business, puisque de nouveau, il y a un côté où il faut gagner de l'argent. Quand on est un média, bah, il y a des abonnements, il y a la publicité, parfois un mélange des deux. Il y a parfois un peu de philanthropie aussi, mais les modèles économiques, il faut les réinventer. Mais les articles et les contenus ont des objectifs qui sont différents. Soit on cherche à faire abonner, soit on cherche à avoir de la visibilité, soit on cherche à retenir. Enfin, il y a plein de manières différentes de pouvoir projeter les contenus qu'on ouais, produit. Et ouais, le design carrément. aide à faire ça. Ouais, carrément. Bon, ça, après, c'est la stratégie de chaque média, en effet, d'exploiter au mieux et de positionner au mieux les différents contenus. Mais au fond, c'est surtout parce qu'il y a différents usages. On a Mhm. plein de publics très différents. Aujourd'hui, voilà, quelqu'un qui consomme surtout en mobilité, dans le métro ou vraiment entre deux réunions, ne va pas avoir les mêmes usages qu'un retraité qui utilise sur sa tablette et lit à longueur de journée les articles de son site favori. Donc on voit bien que, mais après c'est pas nouveau, hein, ça a toujours été le cas, mais c'est vrai que euh, paradoxalement aujourd'hui, l'info n'a jamais été aussi accessible quand même. Mhm. On a tous accès à une somme d'informations assez incroyable sur Internet, sans doute un peu trop d'ailleurs. Mais du coup, on voit que bah, les gens s'en emparent de façon très différente et c'est du coup aux médias d'ajuster leur stratégie pour le plus intelligemment possible, quoi. Mhm. Bah, on peut peut-être aller jeter un œil aux exemples que tu as préparés. Ouais, T'en as repéré quelques-uns. ouais. Hop. Ouais, bon, juste c'était pour vous présenter rapidement DataGIF. Donc, si ça vous Mhm. intéresse, vous pouvez aller voir sur notre site. On raconte un peu nos projets. Et je vous incite aussi à vous inscrire à notre newsletter média qu'on publie toutes les 2 semaines avec justement plein de bons liens. On fait beaucoup de veille sur les formats éditoriaux notamment. Et donc, voilà, un certain nombre de liens que je vais vous partager aujourd'hui sont issus de ce qu'on envoie dans la newsletter. Donc, je vous incite à vous inscrire. Du coup, pour commencer, je voulais vous parler d'une tendance. Alors justement, ça va faire le lien avec la newsletter qu'on publie chez DataGIF. J'imagine que vous avez entendu parler de la grosse tendance du moment qui est de publier des newsletters quand on est un média. Bon, c'est une tendance qui est déjà, qu'on observe déjà depuis plusieurs années. Mais en tout cas, on se rend compte que les newsletters sont un vieux format, mais qui connaît un regain d'intérêt parce qu'au final, il est assez utile et il répond à certaines lacunes, on va dire, du web aujourd'hui. Puisqu'on sait bien que sur le web, voilà, encore une fois, on est vraiment, on déborde d'informations, on parle carrément d'infobésité parfois. Et c'est vrai que les newsletters, elles permettent de recréer une sensation de finitude, c'est-à-dire une sensation d'avoir vraiment une petite édition qu'on peut consommer en quelques minutes,
Euh, alors, notamment quand les newsletters sont vraiment éditorialisés, ça c'est vraiment un point important parce que ça fait 10-15 ans que tous les médias publient des newsletters qui sont automatisés et qui n'ont pas un grand intérêt. Mais aujourd'hui, ce qui se développe de plus en plus, c'est vraiment d'avoir des newsletters très éditorialisés qui sont vraiment écrites par quelqu'un. Parfois, c'est même signé, c'est incarné. Et tout de suite, ça fait une grosse différence et on a vraiment l'impression de lire une édition. C'est encore plus frappant quand c'est des éditions quotidiennes. Et du coup, on se rend compte que voilà, c'est un format qui est assez porteur, même si voilà, sur la forme notamment, il y a pas mal de contraintes. Mais au final, c'est plutôt des contraintes qui s'avèrent productives et qui permettent de faire des choses intéressantes. Euh, Quelques exemples de newsletters qui sont vraiment intéressantes et réussies. Vous connaissez sans doute BriefMe, qui est un média qui publie donc à la base une newsletter qui est vraiment du coup articulée uniquement autour de ça, une newsletter quotidienne qui résume en gros l'actualité du jour avec vraiment du coup un travail de synthèse, un travail d'editing très 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 fort. Et je vous incite vraiment à vous inscrire. Alors c'est sur un modèle payant avec un essai gratuit. Mais vraiment, ça répond à un besoin de voilà, s'informer quand on a peu de temps. C'est très bien écrit, c'est très bien édité, c'est agréable à lire. On peut aussi le lire sur le site web. Donc vraiment, si on n'est pas très à l'aise avec le format email, c'est complémentaire. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un des pionniers du format newsletter en France. C'est un des premiers médias à s'être vraiment emparé de ce format-là et ils le font vraiment très bien. Après, il y a d'autres newsletters qu'on peut citer en France. Le JDD, c'est assez étonnant au final. Le journal du dimanche a investi ce créneau-là aussi. Il publie notamment une newsletter quotidienne du matin, dont on peut voir un aperçu ici, qui est aussi très bien qui est vraiment écrite aussi, qui est assez synthétique, assez concise, voilà, qui est assez cool. Elle est structurée en 3 parties, anticiper, expliquer et surprendre. En tout cas, elle est assez efficace dans le traitement. Ensuite, il y a des médias anglo-saxons, bon, ils sont très nombreux, mais qui utilisent aussi le format newsletter. Un que moi j'aime particulièrement, c'est Axios. Axios, c'est un média qui traite à la fois de politique, économie, tech, bon, en gros tous les sujets un peu de pouvoir. Il publie un certain nombre de newsletters quotidiennes ou hebdomadaires. Et là aussi, elles sont très très bien structurées. Donc là, c'est vraiment structuré sous forme de petits blocs. Donc ça se lit vraiment en mode zapping. Euh, Voilà, avec des infographies. Et vous noterez que dans l'editing, je ne sais pas si vous voyez bien, mais Mhm. il y a vraiment un vrai travail de concision. Les articles sont vraiment très courts et vraiment rédigés pour aller droit au but. Donc on a vraiment voilà, des petites phrases récurrentes qui permettent de synthétiser. Là où un site d'info classique aurait tendance à faire 4-5 paragraphes assez, enfin, moins lisible avec moins de contraste. Et ça, c'est vraiment un des points forts d'Axios. Chez les médias français, toujours, Le Figaro fait des choses de plus en plus intéressantes avec les newsletters, notamment, alors ils en ont beaucoup, beaucoup, mais celles qui sont les plus intéressantes, c'est celles qui sont incarnées. Donc depuis 1 ou 2 ans, voilà, ils ont une série, enfin une collection de newsletters incarnés par des journalistes. Donc, par exemple, voilà, il y a une newsletter Echo qui est incarnée par Bertie Bayard. Et c'est vraiment écrit comme une lettre. Donc, on retrouve le côté intime, le côté incarné, ce qui marche très bien, du coup, dans une boîte mail, puisqu'on a vraiment l'impression de recevoir un email perso de la journaliste. Voilà. Et là, du coup, c'est vraiment plus long, mais vu que c'est rédigé de façon très, très incarnée et qu'il y a de l'info dedans, bah, c'est très efficace aussi. Et donc là, l'idée, c'est vraiment le journaliste qui incarne sa newsletter, Ouais. mais au nom du média. Donc il n'est Oui, pas, il est pas sur son propre nom de domaine, il est sur le nom de domaine de son média, il est rémunéré par son média pour produire la newsletter, en plus de son boulot habituel. J'imagine que ça fait partie maintenant du package qu'on demande de produire aux journalistes, c'est-à-dire tu écris des ouais, articles, mais aussi tu entretiens
oui, ce flux tendu, cette animation avec la communauté, quoi. Ouais, c'est ça. Alors après, je sais pas quelles sont les modalités exactes. J'imagine qu'en effet, ça demande un vrai travail à chaque journaliste. Du coup, peut-être qu'il publie un peu moins d'articles à côté. Mais, Mhm. euh, mais en tout cas, c'est intéressant en effet de voir que de plus en plus, les médias issus de la presse écrite valorisent de plus en plus la dimension incarnée, donc mettre de plus en plus en avant les journalistes. Alors après, ça dépend de chaque média, c'est pas toujours dans la culture de certains médias, donc certains sont plus réticents Mhm. que d'autres, mais, ça fait partie des tendances intéressantes. Et je trouve que c'est intéressant parce que les sites d'infos en numérique sont particulièrement froids, ont tendance à être assez homogènes, à tous se ressembler et à se perdre un peu dans le bruit du web. Et du coup, le fait Mhm. de renforcer cette incarnation, je trouve que c'est une tendance intéressante, même si, bon, il faut faire attention parce qu'on sait aussi que ça peut virer aussi à la starification du journalisme, qui n'est pas forcément non plus un phénomène qui est sans risque. Donc, et bon, c'est à équilibrer, il faut trouver le juste équilibre. Mais en tout cas, pour les newsletters, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut faire son petit effet et qui change l'approche éditoriale aussi. Ouais, et c'est vrai que c'est intéressant parce que la réflexion derrière, le jour où le journaliste se barre, et qui Mm. va ailleurs, est-ce qu'il part avec ses newsletters, est-ce qu'il part avec ses abonnés, il redémarre à zéro, c'est des réflexions Alors, qui oui, évidemment doivent être négociées à un moment donné. Ouais, ouais, bah ça, justement, je comptais en parler un peu plus tard, mais en effet, c'est vrai que c'est une des questions qui se pose de plus Mhm. en plus, puisque on voit qu'en effet, il est de plus en plus facile pour des journalistes de se lancer en indépendant et de lancer leur propre newsletter de façon totalement indépendante. Mhm. Du coup, ça pose une question pour les médias de comment est-ce qu'on retient des journalistes si vraiment ils apportent quelque chose, s'ils ont une audience fidèle. Évidemment, ils ont tout intérêt à les garder. Mais voilà, ça pose la question de quels avantages ils proposent à leurs journalistes, avantages salariaux, avantages de notoriété. Enfin, ça pose tout un tas de questions. C'est pas simple d'y répondre parce que même si c'est facile de se lancer en solo, ça demande quand même un vrai travail même si on a sa propre audience et une certaine notoriété, ça demande quand même un travail de marketing, un travail d'acquisition d'audience, de community management. Et tout ça, mine de rien, ça prend du temps et c'est souvent un peu négligé quand on parle de ces sujets-là. C'est-à-dire Mhm. que il n'y a pas tant que ça de journalistes qui peuvent se lancer en indépendant et en faire un vrai business et le monétiser, etc. Tout seul en tout cas. Ouais. Et c'est d'ailleurs à ça que peut servir aussi un média aujourd'hui, c'est Ah oui, d'arriver en complètement. support de ces journalistes. Mais c'est vrai que traditionnellement, c'est plutôt les journalistes qui se mettent au service du titre Mm. et pas l'inverse, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, bah, la raison d'être des médias, c'est aussi, et peut-être même avant tout, ceux qui en créent la richesse dans les contenus, et donc c'est les journalistes. Mais ça, c'est un changement de mentalité qui vient progressivement, j'imagine en tout cas. Et d'ailleurs, tu le disais aussi, et j'imagine que chez Datagy, vous avez cette réflexion, quand tu dis que vous avez des clients qui sont non médias, historiquement, mais qui produisent du média. Et qui donc Mm. sont dans cette dynamique-là, d'empowerment de leurs équipes, de responsabilisation aussi des producteurs de contenu, et donc, comme tu le disais aussi, d'une certaine starification, même si le terme est peut-être un peu... mais c'est de mise en avant, en tout cas, et de dire, ouais, en tant qu'entreprise, bah, on donne les moyens à nos employés de produire, de réaliser des contenus de qualité, d'interagir avec des audiences, parce que, in fine, bah, tout ce qui est bon pour notre audience est bon pour notre business. Ouais, complètement. Bah, c'est gagnant-gagnant pour les médias et pour les journalistes. Après, le diable est dans les détails, quoi. C'est vrai que Mm. faire partie d'un média, ça demande aussi de faire des concessions, de se plier à un certain nombre de décisions managériales, des décisions d'editing. On peut pas faire ce qu'on veut, mais c'est aussi ça Mm. le principe, c'est ça le jeu. Mais on voit Ouais. bien, et notamment aux États-Unis, qu'il y a de plus en plus de journalistes qui se sentent un peu
sur un petit nuage parce qu'ils ont une audience fidèle, notamment sur Twitter, et qui se sont tentés par le fait de se lancer en solo parce qu'ils ne supportent plus trop que dans leurs propres médias, on les bride ou on les critique. Donc voilà, on sent qu'il y a quand même une remise à plat un peu des structures et des logiques habituelles. Mais en tout cas, je ne pense pas du tout que les médias sont morts et n'ont plus d'intérêt, hein. Au contraire, je pense qu'ils doivent au contraire réinterroger un peu leur façon de faire et leur façon Mm. de valoriser les journalistes, de recruter, de fidéliser leurs journalistes. Mais en tout cas, on n'est plus dans la relation dans l'asymétrie totale de pouvoir entre les médias et leurs journalistes. Ça se rééquilibre un peu. Ouais, Ce qui n'empêche pas que malheureusement, il y a quand même une grosse précarité chez les journalistes, voilà. malgré tout, hein. C'est ce que j'allais dire pour un certain nombre de journalistes qui gagnent peut-être très bien leur vie dans certaines grandes rédactions parce qu'ils ont des noms et généralement des noms d'ailleurs qui ont été créés en dehors d'Internet. Bonjour Tanguy, oui, le vedettariat, effectivement. C'est. Bah, il y a des codes qui sont empruntés évidemment d'un autre monde qui est celui de la télévision, ou voire même d'un autre siècle sur des logiques très verticales, mais effectivement, aujourd'hui, plus que jamais, il y a des opportunités pour des médias mais de se réinventer aussi, de se reposer la question de la raison d'être, en fait, de pourquoi ils sont Mm, médias et pourquoi ils produisent des contenus et grâce à qui ils le font, quoi, très clairement. complètement, Tu as ouais. d'autres exemples? Là, c'était donc des newsletters. Oui, alors au-delà des newsletters, moi, il y a un autre média, alors donc, c'est pas du tout des newsletters, il y a un média britannique que je trouve vraiment intéressant ces derniers temps, qui s'appelle Tortoise. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est un média qui a été fondé par un ancien de la BBC et quelques autres pontes des médias britanniques et qui s'est lancé vraiment sur un créneau qu'on- qui est un peu vu et revu. C'est le créneau du journalisme slow, donc un journalisme un peu plus lent, un peu plus réfléchi. On peut le rapprocher peut-être un peu de ce que font Les Jours en France, par exemple. Mais sur les formats éditoriaux et sur l'approche générale, c'est quand même assez différent. Et je trouve vraiment qu'ils ont une stratégie intéressante. Donc, il y a plein d'aspects, mais notamment donc, sur le modèle économique déjà. Donc, ils sont vraiment sur un modèle d'abonnement, mais ils utilisent plutôt le terme de membership, qui est un terme intéressant. Il faut faire la nuance. C'est-à-dire que, en effet, les contenus sont globalement payants, mais il y a vraiment une dimension de communauté lecteur qui est plus forte que dans les offres d'abonnement classiques qu'on trouve chez la plupart des médias en ligne. Et donc vraiment, ils insistent sur le fait de rejoindre la communauté et ils ont notamment basé une grosse partie de leur activité sur une stratégie d'événements. Alors ça a été un peu bousculé par le Covid, mais ils le font toujours à distance. Mais ils ont vraiment un line-up d'événements. Quasiment toutes les semaines, il y a des événements, voire plusieurs par semaine, qui sont vraiment pensés comme des... C'est un peu le café débat, mais repensé pour, euh, pour le 21e siècle, on va dire. Et donc, du coup, vraiment, on peut se joindre à la discussion. Euh, c'est pas sous forme de discussion experts et questions-réponses après. Il y avait vraiment une volonté qu'il y ait plus d'interaction entre les journalistes, les experts qui interviennent et les journalistes. En tout cas, il y a toute une réflexion autour de l'interaction avec les lecteurs et ça se ressent un peu dans toute l'expérience. Et au niveau des formats éditoriaux, euh, ils font vraiment des choix assez radicaux, c'est-à-dire qu'ils traitent, je crois, que un sujet par jour, ou en tout cas 5 sujets par semaine, je crois. Et c'est des sujets qui sont vraiment fouillés. Donc il y a vraiment des grosses enquêtes, un travail aussi de pédagogie. Euh, alors je peux peut-être vous montrer. Euh, voilà, par exemple, des enquêtes sur Amazon, sur Apple, sur le handicap, bon, voilà, sur l'inaction de Boris Johnson face au Covid. Bon, il y a vraiment un travail important et il publie aussi un format intéressant qui est un brief quotidien. Enfin, je ne sais pas où il est. Pour le coup, il y a un reproche que je leur fais, c'est que c'est un peu fouillis dans leur interface, dans l'expérience utilisateur, mais ils sont Mm. assez jeunes et je pense que ça va s'améliorer progressivement. Mais ils ont un format de brief quotidien qui s'appelle SenseMaker, et donc vraiment qui complète un peu le côté slow journalisme.
et qui donne quand même un peu de show chaque jour. Bon, je peux pas du coup vous montrer le format complet parce que je suis pas abonné, mais bon, c'est vraiment, ils font des choses intéressantes. Et juste sur la partie euh, événements, voilà, pour vous montrer un peu, voilà, il y a plein de conférences qui sont retransmises en vidéo, du coup, suite au Covid, mais à la base, c'est vraiment des événements physiques où on réunit les abonnés, mais aussi des gens extérieurs qui sont prêts à payer quelques euros, et il y a vraiment une stratégie intéressante. La notion de membership, elle est super intéressante, hein. Je prends un ticket pour rentrer dans la rédac, c'est presque ça. Ouais, c'est Et j'y carrément fais ça. partie d'une. Ouais, ça Ouais, et c'est d'ailleurs, dynamique. ils ouvrent leur conférence de rédac toutes les semaines et on peut y accéder quand on est abonné en visio et je crois qu'on peut poser des questions. Donc, il y a vraiment toute une réflexion intéressante. Et là, même, c'est la page d'abonnement, du coup, vous voyez bien que Mhm. même dans le wording, dans la façon de le présenter, c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. On est beaucoup plus axé sur l'humain, sur la communauté, que sur le pricing, les arguments habituels. Ouais. Donc ça, c'est un média que je trouve intéressant. Un autre qui n'a rien à voir et qui vous parlera plutôt peut-être à des jeunes apprentis journalistes, c'est un média norvégien qui s'appelle Pale et qui a été lancé par un grand groupe de presse norvégien, mais qui a vraiment voulu créer une nouvelle marque pour ne pas sans doute pâtir de l'image des autres marques historiques. Donc, ils ont créé ce nouveau média qui est uniquement disponible sous forme d'appli mobile. Et le pitch, c'est vraiment d'avoir un brief quotidien qui est très visuel et qui permet vraiment de se mettre à jour sur l'actu en balayant en gros des slides, des cards, un peu comme ce qu'on a l'habitude de faire sur Insta. Mhm. Et donc, ça ressemble un peu à ça. Je peux pas vous montrer parce qu'il faudrait télécharger l'appli. C'est Et un puis peu c'est galère. norvégien. Mais en tout cas, voilà, chaque sujet du jour est traité sous forme de cards et on peut les Mhm. balayer comme pour lire chaque histoire. Et donc, en gros, ça se lit en 5-10 minutes max. Et c'est vraiment hyper fluide, hyper pratique. Je vous incite à télécharger l'appli, même si c'est en norvégien. Ça marche vraiment très bien. C'est beau, hein. Voilà. On sent que là, il y a un gros travail sur, justement sur l'interface utilisateur et sur la façon dans laquelle on Mm. interagit avec son pouce. Ouais, complètement. Euh, et même dans l'écriture, c'est vrai que ça demande de repenser un peu la façon dont on écrit. Alors, il y a Mm. beaucoup de rédacs qui le font déjà un peu sur Instagram, hein. Au final, c'est assez proche. Ouais. Mais ça nécessite du coup de découper un peu la narration, de faire court, de penser aussi qu'est-ce qu'on met comme visuel derrière. Mais en tout cas, là, c'est un vrai bel exemple de produits très efficaces et qui, je pense, parlerait beaucoup à des jeunes, notamment, qui ont tendance à se détourner un peu des médias classiques. Alors c'est une question qui est un peu technique, mais on est dans des applications qui sont dans l'App Store et dans le Google Play. Ouais. Ça veut dire que les contenus, ils sont encapsulés dans du code qui est du code pour que ça rentre correctement dans les applications. Du coup, en termes de SEO et de visibilité organique, ces contenus-là, ils sont disponibles aussi ailleurs. Ils ont une URL Alors, qui permet d'être partagée ou comment ça se passe? alors, alors, initialement, c'était publié que dans l'application mobile. Ils ont vraiment démarré exclusivement en se disant que il fallait mieux commencer par ça, que ça permettait une expérience plus fluide et que voilà. Mais Mhm. j'ai l'impression que de plus en plus, ils publient aussi en partie sur le web. Et alors là, du coup, je vais pas forcément creuser, mais du coup, sur le web, je sais pas s'ils publient tout, mais en Ah tout bah cas, ils voilà, oui, publient ça sur ressemble à une à peu près story, le c'est même ça. Ouais, ouais. format. Et en fait, ils utilisent une techno qui est une techno mise à disposition par Google, je pense, qui s'appelle Mhm. AMP Stories. En fait, Les c'est AMP, ouais. une déclinaison du framework AMP mis en place par Google pour faciliter justement la création de stories pour le web. Donc, je crois que c'est ça qu'ils utilisent là. Ça, en tout Ouais. cas, ça y ressemble Et beaucoup. donc, une indexation et une présence Ouais, organique dans les moteurs de recherche, quoi. Ouais. voilà, ce qui permet une meilleure présence, un meilleur référencement. Voilà, donc ça c'est un média aussi intéressant pour un public voilà,
qui a besoin de contenu visuel. Voilà. Un peu dans la même veine, je vais vous parler d'un média italien que j'ai découvert assez récemment, qui s'appelle Will, et qui est un média qui, pareil, n'a pas vraiment de site web, ou en tout cas, c'est pas du tout le cœur de la stratégie, et il publie quasiment exclusivement sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Bon, alors, il y a plein d'autres médias qui le font, hein. En France, on a Loopsider, Brut, et plein de médias comme ça. Mais celui-là, je le trouve vraiment intéressant parce que je trouve que c'est celui qui va peut-être le plus loin dans les formats et vraiment dans la variété, la diversité des approches, dans la mise en scène des journalistes aussi. Parce que vous voyez que voilà, on a non seulement des tribunes ou des gens qui interviennent un peu comme chez Brut, mais on a aussi la rédac qui s'implique, comme par exemple ici, ils ont un rendez-vous hebdomadaire, je crois, où ils débriefent un peu les commentaires des internautes de la semaine. Et donc, c'est vraiment bien fait. Et voilà, là, ils réinjectent un peu d'interactivité et de communauté dans tout ça, ce qui n'est pas toujours fait chez Brut, chez Loopsider, etc. Et donc là, je trouve qu'ils ont vraiment synthétisé un peu toutes les tendances du moment. Alors pour l'instant, je n'ai aucune idée de comment ils monétisent, hein. C'est à mon avis la question fondamentale. Donc je pense que ils y réfléchissent et que l'idée c'est d'acquérir une audience et progressivement de développer des sources de revenus autour. Mais en Bah, tout cas, 730 000 abonnés, ça, ils devraient commencer oui, à avoir des bonnes et opportunités de ça fait pouvoir seulement monétiser. 1 an que ça existe, hein. Donc il y a vraiment, ça marche très très bien en Italie. Et vraiment, il y a un vrai travail. Voilà, ça délivre une info quand même, parfois avec un ton volontairement humoristique ou un peu décalé. Ils utilisent des mèmes, des gifs de temps en temps, mais c'est assez équilibré, quoi. C'est un mix entre une info très sérieuse, très de qualité, quoi, mais avec un Mhm. ton qui se veut quand même plus accessible et un peu Un ton et différent, une quoi. forme, hein. C'est pas Ouais. parce que c'est sérieux que ça doit être chiant, quoi. C'est ça, exactement. Je pense que ça résume très bien l'approche. Voilà. Et donc, voilà, dans les stories aussi, ils font plein de choses. Voilà, donc là, voilà, c'est incarné aussi. Voilà, donc ça, c'est une rédac à suivre, à mon avis. Mhm. Et du coup, ils ont quand même un site web qui est très peu fourni, mais dans l'approche, c'est vraiment intéressant. Je vous montre un exemple. Du coup, ils produisent des espèces de longs formats scrollables et qui sont découpés en petites séquences comme ça. C'est-à-dire que ça se lit très bien. Alors en mobile, c'est encore mieux. Et du coup, Mhm. voilà, ça ressemble un peu à Pale en fait, au final. C'est vraiment construit avec une narration très découpée, Mhm. mais ça se lit très bien, quoi. C'est propre, hein. Il y a des séquences avec des journalistes qui expliquent des choses. Voilà. Donc voilà, c'est un bon exemple. Donc ça, j'ai Ça l'impression utilise qu'il bien toute il la l'a dit comme surface ça de si peu, l'écran mais aussi. il y a de l'idée. Mhm. Ouais, Voilà. ça utilise bien aussi toute la surface de l'écran et tout le dispositif qui est là. On sent que ça a été pensé. Typiquement, on ne cherche pas à faire rentrer Internet dans un module fermé où on sait qu'on a de la pub à gauche, à droite et où il faut que le contenu rentre absolument dans les Ouais. cases pour foutre la paix à la pub. Là, c'est l'inverse, quoi. C'est d'abord le fond et on met la forme au service du fond. C'est ça. Donc voilà, ça c'est un média que je trouve intéressant. Ensuite, je voulais vous parler un peu plus de stratégie et de modèle économique. Bon, du coup, Mhm. on en a un peu déjà parlé tout à l'heure sur l'essor des newsletters indépendantes. On en a beaucoup parlé ces derniers mois. Donc, il y a une plateforme qui émerge, c'est vrai, ces derniers temps, qui s'appelle Substack et qui vraiment a démocratisé un peu la publication de newsletters, c'est-à-dire qu'on se crée un compte et on peut direct publier une newsletter, engranger des inscrits et même monétiser en quelques clics. Donc on peut voilà, rendre l'accès payant à sa newsletter. Et donc voilà, on voit de plus en plus de journalistes, notamment anglo-saxons,
qui quittent leurs médias et qui se lancent sur cette plateforme. Bon, voilà, il faut nuancer comme on le disait tout à l'heure. Ça reste très compliqué. Ça ne marche que pour une poignée de journalistes qui ont déjà souvent une audience préalable. Euh, voilà, mais c'est intéressant quand même dans l'approche et dans ce que ça implique pour les médias aussi. Et avec Euh, aussi une volonté de la part de Substack d'accompagner les éditeurs, les journalistes, jusqu'à aller dans de l'accompagnement légal pour leur vraiment faire en sorte qu'ils puissent se lancer comme indépendants, enfin ce qu'on appelle indépendants freelance ici. Aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué, mais vraiment un accompagnement jusque dans le legal, l'administratif et ce genre de choses. ouais. Choses qui n'existent pas encore vraiment de notre côté, hein. Ouais, parce qu'en effet, ils ont bien compris qu'une des barrières qui subsistait quand même, c'est que bah, c'est quand même pas pareil que de faire partie d'un média, parce que un Mm. média a quand même plein d'atouts. En effet, s'il y a un problème, si on est attaqué en justice, eh ben, on a une protection légale, voilà, alors que là, c'est pas le cas. Donc, c'est vrai qu'ils ont lancé toute une réflexion autour des services annexes qu'ils pouvaient proposer à leurs auteurs. Donc, en effet, il y a des services légaux, il y a même des services d'editing, parce qu'on se rend compte aussi que bah, quand on écrit sa newsletter, ça peut être bien d'avoir quand même un éditeur qui relit, qui corrige, etc., qui fact-check. Et donc, voilà, ils sont en train de développer tout ça. Donc, à mon avis, je pense que ça, pour le coup, c'est malin de leur part et ça pourrait inquiéter un peu certains médias, Mm. notamment les médias comme le New York Times qui cherchent à avoir toujours les meilleurs auteurs, les meilleurs journalistes. Ils en ont de plus en plus qui fuient vers Substack et qui se font offrir des contrats en plus assez généreux. Donc c'est vrai que pour un New York Times, c'est pas facile de jouer en fait face à Substack parce que ils ont plein d'avantages aussi. Mais bon, Mhm. voilà. En En, tout cas, en- en c'est Europe, il y a les Allemands de Steady qui s'inscrivent un peu dans cette voie-là aussi. Moins sur l'aspect newsletter en tant que tel, mais voilà, on est sur le même genre d'accompagnement en fait à l'indépendance ouais. des journalistes ou de groupes de journalistes qui voudraient refaire du média ensemble sans forcément être obligé de créer une structure qui irait derrière, parce Hmm. qu'on sait que Ouais. c'est Après, c'est vrai qu'il y compliqué a et pas puis mal d'autres, il y a d'autres plateformes, hein. Il y a Revue qui a été racheté par Twitter. ouais. Il y a d'autres plateformes qui permettent de monétiser. Il y a Patreon. Il y a Voilà, Tipeee, enfin voilà. ouais, voilà, le crowdfunding peut servir à ça aussi. Enfin, bon, en tout cas, c'est vrai qu'il y a une tendance vers des journalistes qui tentent de financer de façon un peu alternative leur travail. Mais bon, voilà, il faut pas se leurrer, ça reste quand même assez compliqué euh, aujourd'hui, quoi. Mais justement, pour prolonger, il y a un média qui s'est créé récemment et qui propose un modèle assez intéressant, je trouve, et qui répond un peu à ce qu'on vient d'évoquer. C'est ce média qui s'appelle Every. Et en fait, c'est justement plein de journalistes qui publiaient des newsletters sur Substack, qui se sont alliés, qui se sont regroupés et qui ont décidé de lancer leur propre média. Donc, euh, ils ont recréé un média qui leur est propre, mais où chacun garde son indépendance. Donc, en fait, c'est Ok. un espèce de nouveau contrat entre une nouvelle approche où chacun reste un peu maître de sa marque, mais on essaye quand même de créer un produit global qui du coup est aussi plus accessible, puisque l'idée c'est qu'on paye un abonnement et on a accès à toutes les newsletters. Donc ça pose, enfin, il y a clairement un avantage pour les internautes. Mm. Euh, mais enfin vraiment, je trouve que dans l'approche c'est très bien fait parce qu'on comprend très bien, ça passe par le design, notamment l'esprit de famille entre toutes ces newsletters. Euh, En l'occurrence, c'est des newsletters plutôt sur le business, sur la stratégie business, etc. C'est incarné aussi, donc chaque newsletter a son auteur. Et, euh, et voilà, je trouve que justement, ça, c'est peut-être ce qu'on va voir se développer de plus en plus. Ils font la synthèse justement entre ce besoin d'avoir un peu plus de liberté éditoriale mais en même temps ne pas non plus fragmenter toute l'offre. Euh, et puis voilà, il y a un enjeu aussi de soutenabilité économique, je pense. C'est sûr qu'avoir
100 newsletters qui sont chacune disponibles sur abonnement, c'est pas forcément une bonne stratégie pour engranger le maximum d'abonnés, quoi. Donc le fait de se Mm. regrouper permet de gagner en effet masse, quoi. Et de mutualiser certains coûts, notamment de Oui, développement, notamment de design, notamment de marketing. complètement. C'est vraiment le retour presque à la Hum, base de ce qu'est un média, c'est-à-dire juste une structure, un véhicule financier qui se met au service de ces producteurs de contenu et de ceux qui sont à l'origine même de la création de valeur, quoi. ouais. Mais et ce qui est intéressant là, dans ce cas-là, c'est qu'ils ont commencé sur Substack, donc vraiment hyper facilement. Ils ont Pour profité tester, un pour peu de la prototyper. Mm. facilité de Substack, et une fois qu'ils ont acquis suffisamment d'audience, et ils se sont lancés en indépendant. Et ça, je pense que ce genre de trajectoire, on va la voir se reproduire de plus en plus, quoi. Mm. Parce que du coup, ils maîtrisent tous les revenus, toute la stratégie. Ils sont pas bridés par la plateforme Substack. Voilà, donc ça, c'est intéressant au niveau du modèle économique. Et je voulais vous parler quand même des médias un peu plus traditionnels et de ce qu'ils font, parce qu'ils font beaucoup de choses pour renouveler un peu leur modèle, puisque c'est quand même très compliqué de compenser la chute des revenus publicitaires, la chute des revenus print. Ça pose quand même des vraies questions de financement et de revenus. Donc, ce qu'on voit de plus en plus, c'est non seulement évidemment le développement des abos numériques, ça on le voit partout, hein, mais on voit aussi des tentatives de diversification. Et alors là, je voulais vous montrer un peu ce que fait Le Monde. Le Monde a lancé cette année une offre de jeux en ligne qui s'inspire très clairement du New York Times. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le New York Times connaît vraiment non seulement un succès fou avec ses abonnements numériques, mais aussi connaît un succès fou avec ses mots croisés et ses recettes de cuisine qui ont vraiment fait l'objet d'une vraie stratégie de leur part et qui sont vraiment super bien gérés en version numérique. Je peux peut-être vous montrer d'ailleurs. Euh, et donc Le Monde a reproduit un peu cette stratégie-là. Euh, donc voilà un peu ce que propose le New York Times. Donc, ils ont différents jeux quotidiens qui sont vraiment enfin, qui connaissent un succès assez fou. Et donc, Le Monde a essayé de reproduire ça. Évidemment, du coup, c'est intégré dans les offres d'abonnement. D'ailleurs, les offres d'abonnement ont été revues pour essayer d'avoir différents niveaux. Et donc, justement, pour avoir accès au jeu, il faut prendre l'offre qui coûte un peu plus cher. Donc, c'est aussi une façon de faire payer progressivement un peu plus. Et en tout cas, du coup, il y a vraiment cette logique de créer un produit qui est vraiment utile, mais pas seulement avec de l'info dedans. C'est-à-dire que Mhm. les mots croisés, ça fait partie en fait des services et de l'offre qu'on peut proposer aux lecteurs, et certains sont prêts à payer pour ça. Et au final, c'est vraiment pas éloigné de ce qu'on avait dans le journal papier, hein. Il faut. À fond, moi je me souviens à une époque, quand j'avais le journal papier chez moi, le mot croisé c'était la dernière page, quoi, sur Eh laquelle il y oui. avait les bonnes blagues et puis les petits à travers, les petits bons mots et les mots croisés, c'est exactement le même genre de Ouais, truc. et en fait, on se surprend plutôt à se demander pourquoi on a mis tant de temps à Ouais, l'adapter en version numérique, parce que à fond. en fait ça s'y prête très bien. Et en effet, les médias peuvent proposer ce genre de contenu et c'est totalement complémentaire avec les contenus d'actualité. Tiens, Euh, il y a Tanguy dans le chat qui demande est-ce que les rubriques nécrologiques fonctionnent bien en numérique? alors ça, j'en ai aucune idée. Parce que Je pense pas que ça tant qu'à pèse faire grand, du neuf avec du vieux, pourquoi pas, hein. je pense pas que ça pèse grand-chose en audience, à part sur le champ quand quelqu'un décède et que évidemment il y a un afflux d'audience. Ça, c'est un peu un format incontournable. C'est pour ça d'ailleurs que plein de rédacs préparent à l'avance leur nécro. Mais, Mhm. euh, mais après, je ne pense pas que ça en fasse un produit vraiment que les gens vont aller chercher, qui vont aller se plonger dans les nécros, et encore moins payer pour ça.
Mais en tout cas, bon, on voit bien qu'il y a certains contenus qui jusque-là étaient un peu négligés en format numérique et qui peuvent faire l'objet d'une stratégie propre. Et si je vais plus loin, donc le New York Times a fait un peu la même chose avec leurs recettes de cuisine. Mhm. Recettes de cuisine dont ils avaient vraiment des archives, des milliers d'archives de recettes de cuisine depuis des décennies, et ils ont décidé vraiment de les exploiter. Et du coup, ils ont vraiment créé un site de recettes, mais vraiment en se posant la question de l'expérience utilisateur, il est vraiment très très bien fait. Et du coup, ils ont une offre d'abonnement spécifique pour ça, et ça marche très très bien, quoi. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans les commentaires? Il y a tellement de cadavres dans les placards de la presse traditionnelle que ça devrait fonctionner. Faire des entraînements en live sur Twitch. Mais n'empêche, dans cette fameux quart d'heure de gloire que chacun recherche, peut-être que c'est la dernière opportunité d'avoir son petit quart d'heure de gloire, c'est d'avoir sa nécro sur le monde, justement, mais dans un truc qui serait complètement randomisé, où on pourrait faire circuler la nécro d'un être cher, mais dans le monde, quoi. Après, c'est drôle parce que ça dépend aussi beaucoup des usages. Et nous, chez DataGIF, on a travaillé avec un média libanais qui s'appelle L'Orient le Jour, qui est vraiment le Mhm. média leader de la presse francophone là-bas. Et c'est vrai que chez eux, pour le coup, la rubrique nécro, enfin ils appellent ça carnet, euh, est vraiment très 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 suivie. Mais en fait, c'est pas juste des nécros de personnes connues, c'est vraiment Mhm. les petites annonces en fait. Enfin, c'est le carnet qu'on trouvait dans le journal papier, mais qui a été Mhm. adapté en version numérique et ça représente quand même pas mal d'audience. Mais C'est c'est vrai que ça, intéressant c'est ça. vraiment une question d'usage. Et en France, je pense que ça fonctionnerait pas trop. Ouais, c'est pas mal. Mais le coup démo croisé, ça, je m'attendais pas quand même. En plus, il y a des apps en standalone qui fonctionnent super bien sur les mots croisés. Mais au sein même d'un média, alors que c'est un produit enfin, ouais, c'est quelque chose c'est serviciel presque. C'est quelque chose qui propose depuis la nuit des temps. Et là, en plus, on peut faire des concours, on peut avoir Oui, les affichages, machin et tout. ouais, Ouais, c'est pas complètement. mal. C'est pas mal. On Et juste continue un sur le dernier délire truc. dans la rubrique nécro de Call of Duty. On pourrait faire un affichage des nécros sur base des adresses IP. Il y a un truc dans Call of de réussir à faire les nécros, ça pourrait être marrant. Grosse passion d'écrologie, visiblement. Libération a fait Et pareil, nous dit Olivier Grioli. Ouais. juste pour terminer, j'avais un dernier truc donc, qui n'a pas grand-chose à voir. Mais je voulais Mhm. aussi évoquer quand même la dimension transparence et interaction avec les lecteurs qui est de plus en plus importante pour des marques historiques de presse qui n'ont pas forcément l'habitude de faire cet exercice-là. Et ce que je trouve très intéressant, c'est Le Monde qui a lancé la semaine dernière un grand projet qui vise vraiment à mieux expliquer ce qu'ils font, à mieux interagir avec les lecteurs. Et donc, ils ont créé une rubrique qui est assez fournie sur leur site avec voilà, d'articles qui vraiment vont dans le détail de comment fonctionne la rédac, de quelles sont les règles éthiques, quels sont les revenus économiques, les partenariats, les aides d'État, plein de questions que les lecteurs se posent souvent Mhm. et qui suscitent pas mal de défiance. Donc ça, c'est le genre d'initiative intéressante qu'on aimerait voir ailleurs. Mais c'est très très Je bien. pense que c'est Contexte qui a été parmi les premiers en France à faire ce full disclosure, à dire voilà les journalistes, par où on est passé, comment on travaille, comment on gagne notre argent, d'où vient. Ouais, C'est salutaire, hein, c'est vraiment salutaire contexte, ils vont même jusqu'à publier des déclarations d'intérêt des Ouais. journalistes. Et je pense qu'il y a peu de rédacs qui seraient prêts à aller jusque-là. Bon, après, c'est un média de presse pro, donc c'est un peu différent. Mhm. On peut avoir des soupçons Ouais, vraiment mais même, de enfin, lobbying et enfin, voilà, de compromission un peu plus importante. Mais au final, dans la presse généraliste, il y a les mêmes inquiétudes, la même méfiance. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant de se poser des questions sur tout ça et pas juste d'en faire des grands discours. Mais là, c'est vraiment intéressant que le monde tout à fait. prenne le sujet à bras le corps et fasse des choses. Et c'est que le début, apparemment, il y a aussi des événements qui vont être mis en place pour vraiment essayer de tisser un lien plus fréquent avec les lecteurs, etc.
Donc ça, je pense que ça va vraiment dans le bon sens. Excellent. Finally, Voilà. c'est cool. C'est bien que ce genre de choses. Et il aura fallu attendre 2021 pour que ce genre de réflexion percole et sur la nécessité surtout de cette transparence, parce que transparence ne veut pas dire se foutre à poil, mais par contre c'est faire œuvre d'accountability, comme on dit en anglais, c'est un terme qui est difficilement traduisable en français, mais cette redevabilité, faites-nous confiance, on va vous donner de l'information de qualité, oui mais prouvez-le quoi, et donc et c'est ça qui est plus compliqué parfois, parce qu'on sait très bien que les modèles économiques sont tendus, et donc parfois certaines rédactions euh, s'adaptent et adoptent parfois des comportements et de financement, entre autres, qui sont très borderline parfois, hein, entre la Ouais, publicité, le marketing et le brand content, tous ces nouveaux... Voilà, mais ça fait partie du game, et puis c'est à chacun de se positionner aussi complètement. Après, voilà, par rapport à tout clairement, ça. ça ne répond pas à tout et je pense qu'il y a peu de lecteurs qui vont aller se plonger dans cette rubrique. Donc, c'est la limite, hein, Hmm. c'est la limite. Et d'ailleurs, j'avais écrit un article sur mon blog sur ce genre d'initiative, mais on sait très bien que ça a un impact limité, mais c'est déjà un début et ça montre qu'il y a un changement de mentalité qui est bienvenu, je pense. Parce que comme tu le disais, les médias quand même demandent des comptes à la terre entière, mais au final, en rendent assez peu. Ouais. Tout en étant... et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on peut être critique par rapport aux médias sans considérer qu'ils font partie du grand complot qui cherche à nous enfumer. Je pense que plus que jamais, on a besoin de journalistes, on a besoin de médias, on a besoin de critiques, on a besoin de gens dont c'est le métier, qui sont rémunérés correctement pour faire ce métier de journaliste, mais il faut s'adapter aux outils, il faut s'adapter aux grammaires, s'adapter aux usages que les audiences nous apportent. Merci en tout cas, Maxime, pour tous ces chouettes exemples. J'espère que ça inspirera notamment les étudiants qui étaient avec nous ce midi, que je retrouve d'ici quelques minutes pour pour la suite de la journée. Merci au chat aussi. Merci Olivier Gréoli, merci Tanguy d'avoir été avec nous ce midi. Merci Maxime encore une fois, et évidemment on peut te suivre sur Twitter où je pense que c'est l'endroit où tu distilles ta veille au quotidien, et quand tu trouves des petites pépites, c'est par là que par là que tu les balances, et puis la Ouais, newsletter de DataGIF. ouais. Et j'ai aussi un blog. Je viens de Ah publier bah, un article ce matin d'ailleurs, hypernews.co, si vous voulez aller ah voir. voilà, hypernews.co, excellent. Et on me signale que le soft sound alert ne fonctionne pas. Je vais avoir besoin d'un cours Twitch définitivement sur ces trucs-là. Et pour les subs aussi. Mais ça, on en reparlera à un autre moment donné. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Maxime, il est 13h, on te libère. Je sais que les journées sont chargées. À tout bientôt. Cette vidéo sera évidemment redisponible par la suite. Et voilà, on va faire un raid. Je sais pas où on va aller. Si vous avez des idées pour un raid, je vais aller voir si j'ai des gens qui sont dans les chaînes. Alors, dans la chaîne que je suis, il n'y a personne qui est en raid. Voilà, les gens disent merci dans le chat, c'est cool. Où est-ce qu'on irait bien en raid? Tu Twitch un peu, Maxime, ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Alors, Paul Touche Petit Beurre. Ok, j'espère que vous n'êtes pas en train de m'envoyer sur un truc. Paul Touche Petit Beurre. C'est quoi? C'est qui? Je pense que c'est Jean qui nous conseille d'aller là-bas. Ok, bah Jean, je te fais confiance. On raid là-bas. Elle fait du dessin. Ok, ah bah super. On lance le raid. Merci beaucoup, Maxime. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao.